premier. Bien, bonjour et merci. Alors moi j'aime pas avoir trois exposés à la suite les uns des autres, mais bon, cette fois c'est moi qui vous l'inflige, en tout cas le troisième. Euh, je vais essayer de parler d'inégalité d'apprentissage, étant entendu que ça s'inscrit au sein des inégalités scolaires, mais il y a une petite nuance, puisque l'équipe de recherche avec laquelle je travaille met l'accent sur les inégalités scolaires. Je vais regarder l'heure, voilà, il est 15h03. Oh, elle est là en plus, c'est génial. Inégalités qui sont liées à ce que nous appelons des malentendus, et que moi-même j'appelle malentendus socio-scolaires. Voilà. Je vais essayer de suivre ce plan qui, dans un premier temps, essaie d'expliquer un peu ce que j'entends. Je vais arrêter d'employer le nous qui peut faire de majesté pour parler à la première personne, même si les thèses que j'avance ne me sont pas propres. Inégalité scolaire et inégalité d'apprentissage. Voilà, essayer de faire une petite synthèse là-dessus. Dans un deuxième temps, j'évoquerai des choses qui ont été évoquées déjà, en partie par Fanny, sur les questions de socialisation familiale et socialisation scolaire, puisque bien évidemment les enfants ou les élèves ne sont pas à l'école des êtres désocialisés et qu'ils transportent avec eux des éléments de leur socialisation familiale ou plus largement de la socialisation hors scolaire qui inclut largement le groupe des pairs, notamment dès qu'on arrive au collège. Et enfin, dans un troisième point, l'école après l'école, c'est-à-dire, au fond, et c'est jamais agréable pour nous, de quoi l'école est responsable dans ces affaires-là, puisque ça n'est pas si facile, entre enseignants, de reconnaître que peut-être il y a des types non pas de culpabilité, mais de responsabilité dans la manière dont ces inégalités sont reconduites de génération en génération. Alors, sur le premier point, les éléments que je voudrais regarder, c'est les questions de l'hérédité, de l'héritage et de ce que, avec voilà, l'équipe ESCOL à laquelle il a déjà été fait allusion, nous appelons l'hypothèse relationnelle. Alors, voilà. Le premier point, c'est un rappel parce que tout le monde connaît ça. Vous savez, les premières enquêtes PISA 2000, hein, on les a mises un peu sous le tapis en disant mais non, ça ne veut rien dire. Et d'ailleurs, les modes qui sont utilisés pour interroger les élèves ne sont pas les façons dont on les interroge dans notre système éducatif, donc ça ne vaut rien, etc. Voilà. Quelques décennies après, on a un peu changé de point de vue. Et même si, en effet, les enquêtes PISA ne sont pas indemnes de critiques tout à fait pertinentes qu'on peut leur faire, néanmoins, sur la durée, elles indiquent quelque chose et aussi, puisqu'elles étudient les corrélations qu'il peut y avoir entre la performance des élèves et les disparités socio-économiques et socio-culturelles, elles nous montrent des différences assez spectaculaires. Vous avez là, j'ai un peu coupé le tableau, hein, c'est PISA 2023. Les résultats qu'obtiennent en mathématiques des élèves de Hong Kong, de la Suède, de France et de Belgique. Parfois, quand on dit la Chine, c'est ou Hong Kong ou Shanghai. Ce n'est pas tout à fait le reflet de la Chine dans sa totalité. Si vous regardez la deuxième colonne, hein, le pourcentage de la variation de performance expliqué par ce fameux indice socio-économique et socio-culturel, vous voyez qu'il y a des différences assez spectaculaires entre Hong Kong et la Suède. Alors pour quelles raisons ça mériterait d'être investigué. Et la France et la Belgique qui se tiennent, hein, de ce point de vue-là, qu'on habite Louvain ou Paris, c'est à peu près pareil. Il y a là deux pays frères ou sœurs qui, pour rester dans le registre, qui sont ce qu'on appelle les pays du grand écart, c'est-à-dire les pays de l'ensemble des pays de l'OCDE, c'est-à-dire une bonne soixantaine, voire 70 aujourd'hui, dans lesquels la corrélation est la plus forte entre les origines socio-culturelles des élèves et les performances obtenues à PISA. Est-ce qu'il y a une contrepartie évidente dans la colonne d'après? Les élèves dits les plus résilients, alors on pourrait discuter le terme de résilience, mais se retrouvent évidemment dans les pays vertueux, c'est-à-dire pas du grand écart, et en revanche, c'est très chargé dans des pays comme la France et la Belgique. Et si on regarde sur le cas particulier des mathématiques, on voit que là aussi, l'effet est très fort. Je n'insiste pas. Alors, mon petit tableau qui essaie d'expliquer, au fond, mais c'est éminemment discutable, comment on explique la difficulté scolaire. Parce que bien évidemment, il faut rendre compte du fait que des élèves rentrés très tôt dans leur existence dans la même structure en sortent avec des inégalités de carrière. Je crois qu'on évalue à 3 ans, hein, à 3 années scolaires complètes, hein, le différentiel d'acquisition de connaissances et de compétences à la fin de la scolarité obligatoire, ce qui est quand même pas rien. Le premier modèle le plus ancien, c'est le modèle de l'absence de dons,
Alors ça fait l'objet de débats assez âpres dans les années 70, où les GFEN en particulier étaient à la pointe pour montrer que, voilà, notamment alimentés par les travaux de Lucien Sèvres, les dons n'existent pas, au sens où ils seraient l'ombre portée, la conséquence des caractéristiques biologiques héritées. Et au fond, il y a deux présupposés dans cette histoire des dons. La première, c'est que c'est dans la biologie. Alors, cette pente explicative-là n'est jamais mise à l'horizontale. On voit aujourd'hui la résurgence de modalités explicatives par des caractéristiques biologiques. Le corollaire de ça, c'est que les réquisites scolaires sont universels. C'est-à-dire que vous avez en présence à l'école des natures d'élèves et vous avez devant des réquisites, des attentes scolaires qui sont les mêmes pour tout le monde. Alors, que fait-on lorsque les élèves ne répondent pas à ces attentes? On ne voit pas d'autre solution que l'exclusion. Ce n'est pas la peine de leur faire perdre leur temps, ni à eux, ni à leurs enseignants, puisqu'ils ne sont pas compatibles avec le système. Vous savez qu'à la fin du XIXe siècle, il y a beaucoup de pseudosciences, la physiognomonie, la phrénologie, etc., qui prétendaient déduire des caractéristiques de la forme du crâne, en particulier les compétences des élèves, avec la fameuse bosse des maths, etc. J'en passe et des pires. Deuxième élément d'explicatif plus élaboré, et plus élaboré notamment parce qu'il se veut héritier d'apports qui sont entre autres ceux de la sociologie, c'est la théorie du handicap socioculturel, à savoir qu'il y aurait dans certaines familles des caractéristiques sociales héritées, qui ferait que certains ont dans leur escarcelle des éléments culturels que d'autres n'ont pas, ce qui est d'ailleurs tout à fait vrai. Mais le problème de ceci, c'est la deuxième colonne, à savoir que là, il ne s'agit pas de réquisites scolaires forcément universels, mais de réquisites scolaires légitimes. Et donc, il faut qu'il y ait une adéquation entre ce dont les dispositions dont les enfants sont porteuses héritées par l'héritage social cette fois, et pas par voie naturelle, je dirais, de leurs parents, et qui se trouvent plus ou moins en phase avec les attentes légitimes de l'école. Et là, la solution, historiquement, n'a pas été une solution d'exclusion, mais été une solution de compensation. C'était toutes les politiques compensatoires qui ont commencé en particulier aux États-Unis, après des rapports alarmants sur le système éducatif qui commençaient à être concurrencés par le système soviétique, qui envoyait les Spoutnik avant eux. Donc il y a eu ce mouvement-là qui a fait l'objet de beaucoup de débats. La critique étant que lorsqu'on veut compenser, c'est qu'on estime que la culture scolaire est à peu près immuable. Ce n'est pas un construit social qui obéit à des rapports de force, de domination, etc. Et qu'on va donner à ceux qui ne les ont pas les choses qu'ils doivent avoir pour réussir, étant entendu que ces choses-là, comme le faisait remarquer Jérôme Brunner en particulier, sont la culture des classes dominantes, blanches, en ce qui concerne les États-Unis. Mais je crois que le modèle s'est un peu exporté depuis. Donc, exclusion et compensation apparaissent comme des solutions, des manières d'aller en mur, pour nous en tout cas, parce qu'elles procèdent d'analyses incorrectes de ce qu'est la source des inégalités socio-scolaires. La troisième hypothèse est une hypothèse dite relationnelle. Alors pourquoi ? Elle est dite relationnelle parce que d'un côté, elle met en place, elle considère des dispositions socio-cognitives et socio-langagères qui ont été construites, en effet, en particulier dans les familles, mais d'un autre côté, des réquisites scolaires et culturels, des modes de fonctionnement du système et des pratiques professionnelles qui sont contingents. Ils ne sont pas arbitraires, au sens où on pourrait le penser. Ils sont liés à un état du développement des systèmes qui font qu'à un moment donné, on va privilégier l'industrialisation ou au contraire, on va former des jeunes filles pour qu'elles soient des épouses fidèles, sages et qui font de la tapisserie, ou on va former des jeunes hommes pour la guerre, ou etc. C'est-à-dire, tous les curriculums sont possibles, mais il faut savoir, bien évidemment, qu'ils sont déconstruits et que, si on veut regarder la question des inégalités scolaires et surtout, je dirais, des inégalités d'apprentissage, alors il ne faut pas passer à côté de cette mise en rapport, étant entendu que les enfants de milieu populaire, puisqu'on parle d'eux, puisque j'en parle, ne sont pas, parfois on dit, ils ont des lacunes. Le problème, c'est pas tellement les lacunes que le trop-plein par rapport à ce qui est attendu par l'école. On n'est jamais dans des virginités cognitives, on est toujours dans des modes de représentation du monde qui sont ou qui ne sont pas compatibles avec l'école.
Dire de la même manière que Lévi-Strauss nous a appris, enfin lui et quelques autres, que les primitifs étaient dotés de systèmes culturels de représentation du monde extrêmement sophistiqués, je crois qu'on peut dire exactement la même chose avec les élèves en échec de la périphérie parisienne et d'ailleurs. Ils ne sont pas du tout vierges de représentation du monde, ils sont au contraire très pleins, mais comme tous les êtres humains normalement constitués, le problème c'est que ça n'est pas forcément en adéquation avec ce qu'on attend d'eux, et le problème c'est aussi qu'ils ne le savent pas. La solution envisagée ici, c'est la solution dite de la différenciation. Et là, je crois rejoindre ce que disait Fanny tout à l'heure par rapport aux normes et à l'action en amont, et je vais faire très vite là-dessus. C'est qu'on peut considérer la différenciation a posteriori, c'est-à-dire une fois que le mal est fait, je dirais, on se demande comment on va réparer les élèves qui ne sont pas rentrés dans le moule. On peut aussi essayer de la régler en amont, en essayant de se demander à quel type de famille d'incompréhension scolaire se rattachent ce que les élèves sont capables et surtout ne sont pas capables de faire. Ça, évidemment, c'est beaucoup plus complexe et ça exige une professionnalité dont il n'est pas certain que nous ayons réussi à la construire tout à fait. Deuxième acte, socialisation familiale et socialisation scolaire. Alors, il y a beaucoup de travaux sociologiques, j'en ai indiqué 3 parce qu'ils sont relativement récents et qui sont publiés dans d'excellentes collections. J'en ai donc sélectionné 3. Le goût de l'effort de Sandrine Garcia, qui montre comment il y a construction de ce fameux goût de l'effort qu'on devrait trouver chez les élèves et qui est au principe de l'évaluation méritocratique. Parce que ce qui traverse notre système, malgré tous les démentis qui sont infligés quotidiennement, c'est l'idée que les élèves sont récompensés en fonction alors de leur talent. Ça, c'est déjà un peu, on remonte déjà un peu dans les dons, mais de leur engagement, de leur loyauté vis-à-vis du système, des efforts qui sont consentis, de leur persévérance. Le problème, c'est on naturalise toujours un cran au-dessus ou au-dessous. C'est qu'on fait de ce goût de l'effort quelque chose qui serait naturel. Et Sandrine Garcia nous montre dans son enquête les 1001 détours par lesquels ce goût de l'effort est mis en place dans les milieux qui sont les milieux les plus proches des attentes de l'école. Même chose dans le travail d'Héloïse Durler, qui porte, lui, précisément sur la question de l'autonomie, avec ce titre oxymorique tout à fait intéressant, l'autonomie obligatoire. On est obligatoirement autonome à l'école aujourd'hui, ce qui est quand même un peu, une contradiction dans les termes, mais elle aussi montre la laborieuse et lente et longue et patiente mise en place des éléments qui permettent d'être autonome. Et puis le travail de Julien Netter, qui s'intéresse notamment à la notion de curriculum invisible qu'il essaie de promouvoir et par laquelle il montre qu'il y a des attentes scolaires. Alors, ce n'est pas exactement le curriculum caché parce qu'on n'est pas sur les valeurs d'organisation de la société, mais on est sur des valeurs d'apprentissage, je dirais. Mais ça participe exactement, je crois, du même mécanisme d'invisibilité, et le problème d'invisibilité pour les acteurs eux-mêmes de cette transmission. C'est là où on n'est pas dans la thèse du chef d'orchestre, de gens extrêmement méchants à l'école qui essaieraient de se débarrasser des filles noires et d'origine populaire, mais qui participent eux-mêmes de cette illusion de la transparence des savoirs et de l'extrême facilité qu'il y a à se mouvoir parmi eux. Je veux donner quelques petites vignettes qui sont empruntées ici au travail de Jessica McCrory-Calarco, qui est une sociologue américaine qui a la particularité de faire de l'ethnographie, de rester longtemps dans les familles. Aux États-Unis, c'est possible parce que vous payez les familles, donc c'est bien. Chez nous, on ne peut pas faire ça. Enfin, j'ai jamais essayé. Exemple de type de discours que peuvent entendre les enfants, ici de Mme Matthews, mère de classe moyenne. Quand vous prenez un emploi, votre mère n'appelle pas et ne dit pas « Désolé, ma fille ne comprend pas ce qu'elle est censée venir faire aujourd'hui au travail ». Vous savez que vous devez apprendre à le faire. Et si vous ne commencez pas par là, ce sera vraiment une chose beaucoup plus difficile et vous vous ferez virer. Alors je dis à mes enfants, c'est normal de poser ces questions dans ce contexte. C'est un endroit où vous allez tous les jours. Vous parlez à cet enseignant tous les jours. Il agit dans votre intérêt. Et une fois qu'ils ont appris à surmonter cet obstacle, il devient alors plus facile de demander d'autres choses. Voilà. Typique des classes qui essaient de maîtriser l'école, c'est-à-dire de s'en servir d'une manière instrumentale, mais je veux dire, ça fait partie du jeu, avec la conviction que les enfants ont le droit de demander des explications, qu'ils ont le droit de demander de l'appui, ce qui suppose déjà dans un premier temps qu'ils aient identifié de quoi ils avaient besoin.
Voilà. On sait que les enfants de milieu populaire sont beaucoup dans ce que Philippe Forêt appelle de l'autonomie fonctionnelle. C'est-à-dire pour eux, l'autonomie fonctionnelle, c'est être capable de trouver le bureau du CPE, de faire ses lacets tout seul, de se débrouiller dans la vie, comme on se débrouille à la maison. Ils n'ont pas l'idée que lorsqu'on s'acculture, non seulement on a le droit, mais le devoir de demander des informations et de l'aide pour des choses qui sont à l'extérieur de nous et qu'il faut absolument incorporer avec des gens qui vont vous aider pour ça. Je passe le deuxième pour ne pas être trop long et vous donne un exemple d'enfants de classe ouvrière. Pardon. C'est pas tout à fait pareil. Eux sont formés non pas à poser des questions, mais à se contraindre. Les parents de la classe ouvrière encourageaient, nous dit Calarco, activement leurs enfants à adopter une logique de contrainte dans leurs interactions à l'école. Ils l'ont fait en enseignant d'abord à leurs enfants à percevoir leurs besoins comme secondaires par rapport à ceux des autres, et ensuite à reconnaître l'importance du travail. Les parents de la classe ouvrière assimilaient la recherche d'aide à de l'égoïsme et cherchaient à décourager de tels comportements en minimisant activement les besoins individuels des enfants. Madame Webb, par exemple, l'a fait avec sa fille Sadie. Pendant que j'interviewais Madame Webb dans la cuisine du mobil-homme, Sadie est entrée dans la pièce pour demander poliment le mélange de thé glacé en poudre. Madame Webb lance à Sadie un regard sceptique et dit en riant « Trouve-le toi-même. Pourquoi me demandes-tu » Sadie hoche la tête, prend une chaise de la cuisine et l'utilise pour grimper et récupère la boîte de mélange de thé glacé dans le placard au-dessus du réfrigérateur. Pendant ce temps, Madame Webb, se tournant vers moi, dit avec espièglerie « C'est une fille gâtée, elle ne pourra pas faire comme ça dans le monde réel. » Voilà. Bon, vous avez des tas et des tas de petits moments comme ça qui sont, je trouve, des pépites dans lesquels on saisit, jour après jour, ces manières de façonner les identités. Voilà. Bon. Jesse, lui, il ne veut pas avoir d'ennui non plus, sa mère le dit. Voilà l'éthique aux États-Unis, mais je pense que c'est sans doute assez proche chez nous dans beaucoup d'endroits, des parents d'origine ouvrière, c'est de ne pas se faire remarquer, ne pas poser de questions, ne pas mettre la honte à la famille. On sait, alors on pourrait regarder dans le détail, la façon dont les familles ouvrières, quand elles travaillent les devoirs à la maison le soir, essaient d'éviter le travail au brouillon, parce qu'il faut remettre des choses propres, ou mettre la maîtresse, etc. Dernier point, j'espère ne pas trop déborder. C'est un travail qui a été fait par Séverine Kakpo pour le premier, qui a donné un bouquin, Les devoirs à la maison. Voilà. Mobilisation et désorientation des familles populaires. Alors j'insiste sur le sous-titre qui est meilleur que le titre. Les familles populaires sont mobilisées mais désorientées, ce qui contredit un stéréotype ordinaire par lequel on essaie de se débarrasser souvent de la question. Nous sommes là dans la cuisine d'Augustine, qui est une aide-soignante à la retraite et qui aide sa nièce Priscilla à faire ses devoirs. Augustine a une réputation auprès du collège. On lui amène même d'autres élèves parce que vraiment, c'est pas une maman, c'est une tante, mais c'est pareil, qui aide bien les élèves à faire les devoirs, qui est extrêmement sérieuse. Voilà. Et Augustine est un peu désespérée, elle dit « j'arrive plus à faire mon manger, on m'envoie tout le temps des élèves ». Donc là, il y a une activité de lecture qui est à faire pour le lendemain. Priscilla est en 6e, elle est donc au collège. Non, en principe, je t'ai expliqué qu'il faut mettre la main pour pouvoir bien suivre. Je ne fais pas comme ma maîtresse. La maîtresse, bon, pas la prof, bien sûr. Ce que je fais, c'est pour voir si tu enregistres bien tes sons, si tu regardes bien, parce que tu ne travailles pas pour manger la majeure partie des mots. Alors, on commence à lire. Allez. Priscilla s'étend du doigt pour lire. Vol de bijoux à l'hôtel Métropole. D'abord, tu sais, tu as déjà mangé le E, ça ne va pas. Métropole, voilà. Prenant garde, Priscilla, de bien marquer l'hôtel fait le ménageux le matin en présence de Célestineux et revient ouvrir les lits le soir dans les mêmes conditions. Autrement, elle ne met pas le pied ici, comme je le disais pour suivre Madame Opalsen. Je suis monté, j'ai ouvert ce tiroir, elle désignait le tiroir à droite de sa coiffeuse. Alors, si tu dis de sa coiffeuse, tu l'écris sans E. Alors moi, j'aurais dit de sa coiffeuse. Ah oui, de sa coiffeuse. L'interrompant, parce que quand on est en orthographe, la maîtresse, elle te dit la coiffeuse. Et toi, tu sais déjà que c'est la coiffeuse. Tu comprends? Allez. On y va. J'en ai sorti mon coffret à bijoux et j'ai mis la clé dans la serrure. Le doigt d'Augustine lui indique de revenir en arrière. Dans la serrure, tout semblait normal. Tu vois, tu as dit normal, c'est bien. Priscilla d'une petite voix un peu suppliante. Oui, parce qu'il n'y a pas de E, on ne dit pas normal, tu as bien dit, voilà. Enquêtrice, c'est quand tu lis avec ta tante, c'est comme quand tu lis en classe, c'est le même objectif. Quand je lis par exemple porter une E, parce qu'avec ma tante, on doit dire. Par exemple, avec ma tante, je dois dire, pendant que le roi pêchait, Perceval parlait de choses. Moi, je dis des choses. Avec ma tante, je suis obligé de dire des choses. C'est énervant, parce que tout le monde ne dit pas comme ça en classe. Tu as remarqué que les autres camarades, ils ne lisaient pas comme ça? Non. Et tu penses qu'il faut lire comme ça, toi, normalement. Mais sinon, c'est bien comme elle fait ma tante. Tu as compris pourquoi elle te fait faire le E? Non.
Et à l'école, comment ça se passe quand tu lis à voix haute? Tu marques les E, tu évites, tu vas dire des choses ou des choses? Choses. Mais des fois, ça m'arrive d'oublier, de ne pas le dire. Et tu vas essayer de te concentrer pour bien prononcer? Oui, parce que la prof, elle note tout. Et est-ce qu'elle note chose E? Elle veut que tu me prononces comment elle? Alors, je ne sais pas, moi, elle ne me l'a jamais dit. Alors, toi, tu décides de faire quoi? Je dis chose E, comme elle m'a montré ma tante. Voilà. Donc, sur cet épisode un peu misérabiliste, mais qui me paraît assez intéressant en termes de malentendus, voire de conflit de loyauté, hein, pour employer cette notion-là, qui peut se poser chez une élève dont manifestement la tante est d'extrêmement bonne volonté, mais prépare la dictée, parce qu'elle elle-même a une scolarité primaire et n'imagine pas qu'il puisse y avoir d'autres attentes curriculaires que celles qu'elle a elle-même conçues, vécues, ce qui est d'ailleurs le cas en général lorsqu'on va voir comment les familles populaires font les devoirs à la maison. Un exemple, et je vais déborder de 3 minutes, si on veut bien me les pardonner, d'un accompagnement parental expert. Voilà, c'est une enquête que nous avons faite avec la même Séverine Cacpo, où nous sommes allés cette fois après 16h30, mais dans des familles d'enseignants. Alors, il y a un biais d'enquête, dans la mesure où c'est des enseignants volontaires avec des enfants volontaires, bien évidemment, parce qu'il y a des enfants, ils ne veulent pas qu'on leur mette la honte de faire venir des chercheurs, voilà, etc. Et ils ne veulent surtout pas que les parents les aident. Néanmoins, je pense que les parents les aident d'autres manières, hein, qui sont moins interventionnistes, explicites, donc ça n'élimine pas le problème pour autant. Voilà. Alors, il y avait la mère en question, Marianne, professeure certifiée d'allemand. Léo est en CM2, donc encore à l'école primaire. Et il y avait à faire une rédaction. Là, on n'assiste pas au travail en direct, on assiste à la relation de comment s'est passée la fabrication de la rédaction. Là, il y avait une espèce de rédaction en 4 parties à faire. C'est quand même assez difficile, un chasse au trésor. Donc, du coup, là, on est parti. Je lui ai dit, Léo, qu'est-ce que tu en penses? On est déjà dans un autre mode d'interrogation. Lui, il pourrait dire, le mec, il trouve une carte, il monte sur le bateau, il va sur l'île, il trouve le trésor. Sa rédaction, là, elle fait 4 phrases, donc il n'arrive pas encore à la narration. L'injection, hein, de vocabulaire technique, rédaction, narration, je ne commenterai pas, mais c'est une mine, à mon avis, où on pourrait vraiment on peut la décortiquer, ce qui répond aux attentes. Mais voilà, faire toute la narration, décrire la ceinture du mec, enfin, je sais pas, non, ça c'est vraiment... Donc là, j'aide. Alors les passages du on au jeu sont absolument permanents. Et beaucoup, enfin, on se met ensemble. Je lui dis, mais réfléchis, qu'est-ce qui peut se passer? Décris, essaie de décrire ça, essaie de voir ça. Qu'est-ce que tu peux mettre d'autre comme élément? Enfin, ça, pour l'instant, c'est vraiment... j'assiste beaucoup. Et vous lui expliquez qu'à l'école, on n'attend pas justement 4 phrases, même si finalement, dans ces 4 phrases, on a raconté l'histoire, on a bien répondu. Séverine, elle en rajoute pour être sûr qu'on a bien compris. Oui, oui, bien sûr, je lui dis, mais vous lui expliquez qu'il y a d'autres choses qui sont attendues, c'est ça? Comment? Oui, oui, je lui dis, c'est une rédaction, il faut rentrer dans la narration, la description. Il me dit, mais on s'en fout que le pantalon soit de 1750, bleu ou vert. Je dis, non, on s'en fout pas, il faut que tu crées, toi, il faut que tu crées le tableau, il faut que la personne puisse s'imaginer, voilà, un destinataire, dirait le didacticien, il faut que ce soit foisonnant, enfin. En plus, il a un prof de français, vraiment la vieille école, hein, donc je pense qu'il attend vraiment une espèce de rédaction, de dissertation, un peu comme 19e, avec des descriptions. Je crois que c'est pas l'arrondissement. Hein. Mais bon, mais une fois qu'on est lancé là, par exemple, du coup, il est parti du personnage, il s'est inspiré du personnage, d'un des jeux vidéo, là. Et là, Léo sort de sa boîte, hein, il était silencieux là, Assassin's Creed. Oui, Assassin's Creed, la Révolution américaine en 1776. Là, donc, on a daté ça, et puis il fallait qu'il fasse une chasse au trésor. Il fallait qu'il trouve un trésor. Je lui dis, écoute, il faudrait qu'il aille à la Martinique. Oui, un bateau, un machin. Je dis, bon, mais là, fais-le aller à la Martinique, c'est très bien. Et donc, ça lui a beaucoup plu. Du coup, on l'a fait arriver à la Martinique. Mais pourquoi la Martinique, c'est dans le jeu? Non, parce que mon père est de la Martinique, et dans ça, ils y ont déjà été. Ah oui, c'est pas mal. Donc, vous l'aidez à associer des choses dont il est un peu familier. Oui. Et pour qu'il s'approprie un peu la chose. Après, la première partie, ça a été un peu plus difficile, parce que du coup, il fallait lancer la chose. Ensuite, les 3 autres parties, il les a fait lui-même, avec plus d'élan, plus de plaisir. Alors après, on relit, et puis on corrige. Hein. Moi, je propose des corrections. Parfois, j'ai dossier à réécrire. En plus, je lui dis, regarde, là, ça serait mieux de comme ça. On ne comprend pas ce que tu veux dire. Enfin, je corrige toutes les fautes d'orthographe, évidemment, parce que je pars du point de vue que c'est un travail à la maison. Moi, je vois ça avec mes élèves. Quand c'est un travail à la maison, enfin, à la limite, j'attends moi aussi que les élèves se fassent relire, que ce soit quelque chose de rendu avec une certaine forme, enfin. Voilà. Je vais arrêter là, pour l'instant, en vous laissant sur évidemment, ce grand écart pédagogique qui est un peu caricatural, mais qui, néanmoins, à mon avis, pas si loin de la réalité. Merci. Merci beaucoup. Merci aux...